D'abord, ça n'est pas une formule de politesse. D'abord, vous dire à quel point je me réjouis d'être avec vous ici aujourd'hui, ne serait-ce que parce que ça me permet d'échapper à la canicule qui sévit dans à peu près tout le reste du territoire. Est-ce que vous mesurez votre chance? Non, mais plus sérieusement, parce que c'est toujours pour moi des moments, ce sont toujours pour moi des moments privilégiés, toutes ces occasions qui me sont données, voilà, de m'immerger un petit peu, de découvrir un peu mieux, de connaître un peu moins mal, de rencontrer des gens, de les écouter. Je suis là d'abord pour cette raison. Donc merci pour votre accueil, merci à Patrick pour son invitation. Ça faisait déjà un certain temps qu'il avait essayé et là tu t'y es pris avec plus d'1 an d'avance, donc voilà, c'était bon. J'avais bloqué ma journée depuis très très longtemps et je suis très heureux d'avoir pu le faire. J'ai parfaitement conscience du fait que je ne suis pas n'importe où. Patrick l'a dit et je partage, hein, chaque territoire a son histoire, sa particularité, son type, son profil, etc. Je ne suis pas n'importe où et la vidéo que nous venons de regarder était encore une autre manière de bien le mesurer. Je suis bien ici sur une terre de forte vitalité, de grand rayonnement, d'un enseignement catholique de proximité, d'immersion, d'un enseignement catholique dont les contours épousent vraiment ceux du terrain et de la société dans lesquels et au service duquel il se déploie. Je voudrais, d'entrée de jeu, insister auprès de vous sur la responsabilité qui en résulte pour vous tous, pour vous toutes et pour vous tous. Parce que l'enseignement catholique finistérien n'est pas n'importe quel enseignement catholique, c'est tout l'enseignement catholique de tout le territoire national qui a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Vos collègues ailleurs ont besoin de vous. Nous avons tous besoin du rayonnement, de la vitalité, de l'immersion d'un enseignement catholique tel que celui que vous faites vivre et que je vous remercie de faire vivre comme vous le faites vivre. Et croyez bien, on le mesure. J'insiste là-dessus parce que parfois on peut se dire, je ne sais pas, mais j'imagine que certains d'entre vous peuvent l'éprouver, on peut se dire, Paris, c'est loin. Voilà, nous, on est chez nous, et puis là-bas, là-haut, les images qui présentent l'enseignement catholique comme une sorte de pyramide, et puis moi qui serais supposé être installé inconfortablement sur le sommet de la pyramide, je vous laisse visionner les choses et mesurer l'inconfort. Puis ça peut donner des visions, à mon avis, inexactes de ce que c'est que notre école catholique. Par exemple, très souvent, j'entends des chefs d'établissement ou des collègues directeurs de Cézanne s'exprimer en termes de terrain. Nous, on est sur le terrain. Sous-entendu, toi, là-haut, dans ton château, dans ton Olympe, tu es dans tes nuages. Tu n'es pas dans la vraie vie. Je crois qu'il faut que tous ensemble, on se libère de ce type de vision. Paris, c'est pas loin. Il n'y a pas un terrain et des nuages brumeux. Non, nous travaillons tous ensemble. Nous travaillons tous ensemble au service d'une même mission. Chacun là où nous sommes, mais tous en solidarité, en heureuse dépendance, choisie, assumée, voulue, joyeusement, les uns des autres. Travaillons tous ensemble au service d'une seule et même mission, qui est la mission qui nous est confiée par l'Église. Au service de la société dans laquelle nous nous trouvons, telle qu'elle est, avec ses pesanteurs, avec ses souffrances, avec ses beautés, avec ses joies. Alors voilà, notre école catholique, ici, chez vous dans le Finistère, comme ailleurs. J'étais hier à Lyon, je serai lundi en Ardèche. On peut se dire, ben voilà, l'Ardèche, le Finistère, rien de commun. Beaucoup de différences, bien sûr, et en même temps, une seule école catholique. La même, là-bas, ici, chez vous, chez eux. Une seule école catholique dont la responsabilité, c'est de s'efforcer d'apporter des réponses spécifiques, pas meilleures, mais spécifiques, aux besoins du temps présent. Quels sont les besoins de notre temps présent, ici, maintenant, aujourd'hui? Alors, comme je sais qu'il m'est reproché de vouloir la mort du latin et du grec, saint Augustin, le livre 10 de ses Confessions, et ecce intes eras et ego foris. Vous êtes bien d'accord?
Mecum eras et tecum non eram. En français dans le texte, saint Augustin s'adresse au Seigneur quand il se rappelle sa jeunesse aventureuse. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au dehors de moi-même. Vous étiez avec moi, mais je n'étais pas avec vous. Eh bien, il me semble que cette formule de saint Augustin, que je trouve magnifique dans sa profondeur, dans sa force, dans sa pertinence, cette formule de saint Augustin, elle dit quelque chose de l'état de société dans lequel nous nous trouvons. Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au dehors de moi-même. Combien de nos enfants, combien de nos jeunes, combien des adultes de nos communautés éducatives, combien nous-mêmes à tel ou tel moment de nos existences, combien donc peuvent être au dehors d'eux-mêmes? Combien nous-mêmes pouvons-nous être au dehors de nous-mêmes? Nous vivons dans des sociétés, dans un état de culture de plus en plus dispersé, de plus en plus volatile, de plus en plus écartelé. Il me semble que l'une des grandes responsabilités que nous portons, peut-être la première, c'est de refaire de l'unité de la personne. Le monde est difficile et il est beau en même temps. Mais pour qu'il soit beau, il a besoin d'adultes qui choisissent de s'y engager, qui choisissent de s'y investir. C'était l'un des messages du pape François lors de la veillée de prière à Cracovie pendant les JMJ. Le monde a besoin de toi, disait-il aux jeunes. Si tu ne t'engages pas, le monde ne changera pas, cela dépend de toi. Il le disait aux jeunes, mais nous sommes tous très jeunes. Nous pouvons l'entendre pour nous aussi. Un besoin d'unification de la personne. Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, je n'étais pas avec vous. Un besoin de sens. Besoin d'unification, besoin de sens. Il me semble, et l'actualité tragique de cet été nous le rappelle encore un peu plus, il me semble que c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque nous souhaitons ensemble réenchanter l'école. Il ne s'agit pas de réenchanter l'école dans une perspective psychologisante. Le terme de réenchantement ne vise absolument pas je ne sais quelle déprime collective, réelle ou supposée. C'est pas ça du tout. C'est réenchanter au sens de refaire de l'unité pour redonner du sens ou pour donner davantage de sens. Nous connaissons tous, vous connaissez tous, parce que c'est votre quotidien de chez l'établissement, le poids de tout ce qu'il y a à faire. Et Dieu sait si vous en avez des choses à faire. Et Dieu sait si elles ne sont pas toujours faciles. Et Dieu sait si elles ne sont pas toujours simples. Mais le grand danger, me semble-t-il, et ça vaut pour un directeur diocésain, ça vaut pour un secrétaire général pareillement, le grand danger, me semble-t-il, c'est de se laisser progressivement accaparer, polluer, envahir par le poids du faire et d'en oublier ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, ça n'est pas le faire, l'essentiel, c'est le souffle. C'est le pourquoi. Pourquoi? En vue de quoi? Une école réenchantée, ce n'est pas une école qui fait des choses en plus. Vous avez votre projet diocésain Cap sur 2017. Je l'ai lu de près. Tout le réenchantement est déjà présent dans ce projet. Il n'y a pas besoin de faire des choses en plus. Il y a besoin de s'efforcer de les vivre différemment et de les dire différemment, de les partager, de faire en sorte qu'elles soient proposées, que la vision chrétienne de la personne soit explicite, qu'elle soit proposée, qu'elle soit partagée, que l'espérance chrétienne soit célébrée, qu'elle soit proposée, qu'elle soit partagée. Si nos établissements ne sont pas d'abord des lieux d'espérance, alors à quoi servent-ils? Si nos établissements ne sont pas d'abord des lieux d'unité, de fraternité et pour nous chrétiens de communion, alors à quoi servent-ils? C'est cela le réenchantement, c'est d'abord une démarche, un état d'esprit. Une démarche, je vais reprendre la conclusion de Patrick parce qu'elle me va très bien, une démarche fondée sur la patience, sur la durée. Nous vivons dans un climat de survalorisation de l'urgence, de la rapidité, du tout de suite. Réfléchissez avec moi 2 secondes à cette expression que tout le monde utilise tout le temps, l'expression temps réel. Faire ceci ou cela en temps réel. Quand on y réfléchit, ça n'a littéralement aucun sens. Temps réel, ça relève de l'absurdité.
tout le monde dit ça sans y faire attention. Eh bien, sortons ensemble du temps réel, du pseudo-temps réel. Rentrons dans le vrai temps. Et le vrai temps, c'est celui de la durée. C'est celui d'une certaine forme de lenteur. Et je pense, et c'est pour moi l'un des axes du réenchantement, je pense qu'il y a une véritable nécessité sociale, politique, culturelle et spirituelle à restaurer la valeur de la lenteur et de la durée. Une école de l'urgence, c'est tout sauf une école. Le réenchantement, c'est faire le choix de la lenteur et de la durée. Le réenchantement, c'est faire le choix d'une invitation adressée à chacun, à chacune, à tout le monde. Il n'y a pas dans l'enseignement catholique de petits établissements sans valeur et de gros établissements prestigieux qui seuls auraient le droit d'exister. Ou la même chose en sens inverse. Pour le dire autrement, moi je ne connais pas les bons et surtout pas les pas bons établissements. Il y a des établissements différents qui participent ensemble, chacun à leur place, à une mission partagée. Et dans chaque établissement, il y a une communauté éducative dont tout le monde est partie prenante. C'est bien l'une de nos grandes spécificités. Cultivons-la, au-delà des slogans. Parce que communauté éducative, voilà, on a toujours ça à la bouche. Bon, il faut se méfier des mots valises. On est très fort dans l'école catholique pour les mots valises, les mots tarte à la crème. Bon, mais il faut les incarner. Il faut leur donner de la chair. Il faut les faire vivre véritablement, ces communautés éducatives. L'invitation à réenchanter l'école, elle n'est pas adressée aux seuls chefs d'établissement. Elle n'est pas adressée aux seuls enseignants. Elle est adressée à l'ensemble des acteurs des communautés éducatives. L'ensemble des personnels, les parents d'élèves, les appels. Nous avons besoin dans l'école catholique, dans le Finistère comme partout, d'appels qui trouvent pleinement leur place dans l'ensemble des aspects de la vie des communautés éducatives. L'invitation, elle s'adresse pareillement aux enfants et aux jeunes, qui sont, je le rappelle, des enfants et des jeunes avant d'être des élèves. C'est beaucoup plus important, la personne de l'enfant et du jeune, que son statut d'élève. Quelle est la place que nous faisons véritablement à nos enfants et à nos jeunes dans la vie de nos établissements? Je partage avec vous une anecdote réelle, je n'invente pas. Il y a quelques mois, dans un autre diocèse, je ne dirai pas lequel, la directrice diocésaine, donc déjà ça limite le champ des possibles, la directrice diocésaine avait organisé une journée de travail en cours d'année, c'était pas une journée de rentrée, journée de travail à laquelle elle avait invité une réflexion sur l'avenir de l'enseignement catholique dans le diocèse. Elle avait invité tous les chefs d'établissement, les APS, les prêtres, le président d'APEL, le président d'OGEC, enfin bon, des profs. Et puis, moins fréquent déjà, elle avait invité des élèves de première et de terminale. Il y avait toute une série de tables rondes, d'ateliers, et moi j'étais supposé me promener d'atelier en atelier, écouter un petit peu, faire de l'espionnage, et à la fin de la journée, proposer une brillante synthèse. Je vous assure que je n'invente pas ce qui suit. Donc je me suis promené d'atelier en atelier. À chaque fois, je dis bien à chaque fois, j'ai été témoin de la même scène. Un gamin ou une gamine, première terminale, qui, invité à participer à une table ronde, joue le jeu et prend la parole comme les autres. Alors qui, comme les autres, dit parfois des choses très intéressantes, parfois pas, mais ça nous arrive à tous. Bon. Et à chaque fois, au bout de 1 minute, grand maximum, il se trouvait toujours un adulte pour le recadrer. Alors le plus grandiose, c'est un atelier où une dame manifestement prof de lettres a expliqué à un jeune boutonneux au bout de 30 secondes que oui, bon, très bien, mais regarde, écoute un peu toutes les fautes de syntaxe que tu fais quand tu t'exprimes. Bon, évidemment, le gamin, après, silence radio pendant toute la suite. Au-delà de l'anecdote, quelle est la place que nous faisons véritablement à la parole des enfants et des jeunes dans la vie de nos établissements? Pas par démagogie, pas parce que ce qu'ils auraient à nous dire serait plus intéressant ou aurait plus de valeur, bien sûr que non. Une école, un collège, un lycée ne sont pas des lieux de démocratie. Ce sont des lieux d'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la relation pédagogique n'est pas une relation de nature démocratique. Il y a un enseignant qui sait. Voilà. Mais en revanche, je crois qu'on peut, c'est un peu paradoxal, mais ça me semble important, on peut très bien contribuer à l'apprentissage de la démocratie par d'autres mécanismes que des mécanismes directement démocratiques. Comment? En faisant vivre pleinement notre culture de la fraternité. Je suis ton prof, tu es mon élève, mais tu es mon frère.
et je suis ton frère. Comment ça se vit concrètement dans la vie d'une communauté éducative, l'articulation entre l'inégalité pédagogique et, plus importante que l'inégalité pédagogique, la profondeur de la fraternité. Ça, c'est une question que, me semble-t-il, nous avons vraiment besoin de travailler concrètement dans le quotidien des établissements, chaque jour un peu plus. Voilà, le réenchantement, c'est une invitation sur la durée, une invitation à tous. Une invitation à quoi? Une invitation à vivre sur plusieurs années une démarche comportant 3 volets. 3 volets qui ne sont pas chronologiques, successifs, d'abord le petit a, puis le petit b, puis le petit c, mais bien 3 moments, 3 aspects qui ont vocation à se nourrir, à être simultanés, à s'entretenir les uns les autres. Simplement, comme je ne peux pas tout dire en même temps, je suis obligé de les présenter dans un ordre chronologique, mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'une part, un effort, un travail de pensée. Alors dit comme ça peut paraître... il ne s'agit pas de s'envoler dans les sphères brumeuses, mais je crois que ce dont nous avons tous ensemble de plus en plus besoin, c'est de changer nos paires de lunettes, de les ajuster, de les affiner. Nous sommes confrontés à un monde qui bouge de plus en plus dans tous les domaines à la fois. Et le risque, et nous le voyons, nous le constatons chaque jour, le risque de cette accélération de toutes les mutations, c'est que les uns et les autres, nous nous sentions complètement perdus, que nous nous enfermions dans une forme de désarroi. Tout va mal, tout va de plus en plus mal, tout fout le camp. Puis après, on chante l'air de la décadence. Avant, c'était mieux, de mon temps, etc., etc. Je constate d'ailleurs que plus on vieillit, plus on est tenté par l'ère de la décadence. Parce que bien sûr, de mon temps, c'était beaucoup mieux. Mais on ne construit rien là-dessus. Mais simplement, nous avons besoin, ensemble, de réfléchir aux enjeux, aux réalités de ce monde tel qu'il est, tel qu'il nous est donné, et tel que nous avons à le faire fructifier de notre mieux. C'est bien ce que le pape demandait aux jeunes lors des JMJ. Donc un travail de pensée, et pour ce faire, parce que voilà, il ne faut pas que ça sorte de quelque chapeau que ce soit, le conseil du réenchantement, parce que je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe avec des profs, des adjoints, des chefs d'établissement, des parents, enfin voilà, toute la sainte famille, comme à chaque fois. Le conseil du réenchantement a entrepris toute une démarche qui a commencé au printemps dernier, qui va durer plusieurs mois, toute une démarche de recueil de paroles auprès d'échantillons, si possible à peu près représentatifs, d'élèves, de parents, d'adultes, de prêtres, de partenaires, enfin, voilà, l'ensemble un petit peu de la palette du paysage de l'école catholique. Dans ce que je vis, qu'est-ce qui m'interroge? Dans ce que je vis, au sein de l'école, à quoi est-ce que j'aspire? Voilà, des questions très simples, permettre aux gens de s'exprimer, de telle sorte que soit collecté un capital de parole qui permettra ensuite, à travers tout un travail de synthèse mené par des experts, des intellectuels, des universitaires qui travaillent avec nous, qui nous permettra ensuite d'essayer de mettre en relation ce qui se vit dans l'enseignement catholique avec les enjeux de la société dans laquelle nous nous trouvons. Pour nous aider tous ensemble, non pas à construire la pensée unique qui s'imposerait à chacun, mais pour nous aider tous ensemble à construire une vision de l'école catholique qui soit aussi ajustée que possible aux besoins culturels, sociaux, spirituels, humains de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Travail de pensée, travail d'exploration. Et ce travail d'exploration, tout ce que vous entreprenez avec Cap sur 2017, tout ce que nous avons vu dans la vidéo tout à l'heure, montre bien à quel point vous êtes complètement immergé dans cette dynamique-là. Il n'y a pas des choses à faire en plus. Mais un travail d'exploration parce que nous ne pouvons pas, parce que le capital culturel et spirituel et scientifique dont nous sommes les héritiers, nous avons à le transmettre, mais nous ne pouvons pas nécessairement nous contenter de chercher à le transmettre aujourd'hui comme il se transmettait hier. Le monde bouge, les jeunes bougent, nous bougeons. Nous avons besoin, en matière éducative, en matière pédagogique, nous avons besoin de constamment réinterroger nos pratiques pour chercher à faire en sorte qu'elles répondent le plus justement possible aux besoins de chaque enfant, aux besoins de chaque jeune. Il se vit dans nos établissements d'enseignement catholique, ici comme ailleurs, il se vit une infinité
d'expérimentation et de travaux absolument magnifiques. Cela se vit. Est-ce que cela se partage véritablement? Je crois que nous avons, alors je ne parle pas du beau diocèse de Quimper et Léon, où certainement ça se fait parfaitement, mais ailleurs, globalement, nous avons des progrès à faire et des efforts à faire en termes de culture du partage de nos pratiques éducatives et pédagogiques. Pas pour entrer dans des sphères d'imitation, je ne crois pas beaucoup à l'imitation des bonnes pratiques, parce que ce qui vaut pour ici ne vaut pas forcément pour ailleurs. Mais en revanche, ce à quoi je crois, c'est à la façon dont les pratiques des uns interrogent les autres et peuvent les aider à se mettre en mouvement. Soyez pas trop modeste. C'est bien la modestie. L'humilité, c'est une vertu, bien sûr. Mais ça me frappe souvent quand alors là, pas dans un grand groupe comme aujourd'hui, mais lorsque j'ai la chance de passer un petit peu de temps dans un établissement, avec une équipe, etc. À chaque fois, je vois des choses, à chaque fois, vraiment, je vois des choses belles, je vois des choses magnifiques. Et à peu près à chaque fois, lorsque je le dis, parce qu'il faut le dire, on me répond, oh ben non, on fait notre boulot, c'est banal, c'est simple. Alors oui, l'humilité, c'est une vertu à cultiver, bien sûr. En même temps, mesurez ce que vous faites de bien. D'abord, c'est important quand on est chez l'établissement, quand on est responsable. Moi, je vous invite, faites-vous-en un devoir. Je vous invite, et si je pouvais, je vous ordonnerais, mais je ne peux pas. Je vous invite absolument à vous donner comme ligne de conduite de au moins une fois par semaine, rentrer chez vous le soir en étant content de vous. Mais dites-le vous, parce qu'on est très fort. On est très fort, moi le premier, pour très bien savoir tout ce qu'on a foiré. Mais est-ce qu'on est capable de se dire, oui, là j'ai été bon. Oui, là j'ai été utile à tel gamin. Oui, là j'ai rendu service à tel adulte. Là, je suis content de moi. Donnez-vous les moyens de rentrer chez vous en étant content de vous. Parce que ce faisant, vous serez aussi en mesure de partager davantage tout ce que vous faites de bien ou tout ce qui se vit de beau dans les communautés éducatives dont vous portez la responsabilité. Troisième volet du réenchantement, précisément, partager. Penser, explorer, partager. Partager parce que c'est l'un des fondements, l'un des éléments constitutifs de notre ADN école catholique. Il y a un texte un peu ancien de 1997 de la Congrégation pour l'éducation catholique. Vous savez, c'est la structure qui, au Saint-Siège, accompagne, supervise l'ensemble de l'enseignement catholique dans le monde entier. Tiens, petite question au passage. L'enseignement catholique à l'échelle mondiale, combien d'enfants et de jeunes? Allez, on fait un jeu. 50 millions. 50 millions. C'est important de le savoir. Les uns et les autres, nous sommes les pièces importantes, irremplaçables, d'un puzzle, d'un ensemble qui accueille et qui cherche à éduquer 50 millions d'enfants et de jeunes dans ce monde. C'est énorme. Bon, je referme ma parenthèse. Donc, partager parce que, voilà, la Congrégation pour l'éducation catholique, en 1997, a publié un texte qui s'intitule « Éduquer ensemble dans les établissements catholiques ». C'est un texte de réflexion sur l'articulation entre les prêtres, les religieux, religieuses, et puis les gens tout venant comme vous et moi dans un établissement. Et il y a une formule que je trouve absolument magnifique dans ce texte de 1997, qui est la formule suivante. Je la cite de bon, non, je ne veux pas la citer de mémoire, autant être un peu sérieux. Je dois la voir là. Oui, voilà, je l'ai là. La spiritualité de la communion doit devenir la respiration de chaque communauté éducative. C'est magnifique. La spiritualité de la communion doit devenir la respiration de chaque communauté éducative. Réenchanter l'école, au fond, c'est ça, c'est se donner cet objectif-là. La spiritualité de la communion doit devenir la respiration de chaque communauté éducative. Partager en frères. Cultiver de plus en plus cette vertu de la communion, cette vertu du partage. Un mot, justement, je viens de parler de vertu. C'est l'un de mes grands dadas. C'est aussi pour moi l'un des axes du réenchantement. Nous sommes littéralement submergés depuis des mois et des mois par tout un discours sur les valeurs.
les valeurs de la République. Alors on peut trouver ça, enfin, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'au fond, nous-mêmes, nous versons très très facilement dans ce discours sur les valeurs. Quand vous serez rentré chez vous ce soir, prenez le temps de revoir, de regarder la plaquette, le site de l'établissement que vous dirigez. On prend les paris, 9 fois sur 10, il y aura une phrase du type « Le projet de l'établissement se fonde sur les valeurs de l'Évangile ». Vrai ou pas vrai? Sauf que moi, je ne sais pas ce que c'est que les valeurs de l'Évangile. Je ne crois pas que la foi de l'Église, ce soit un catalogue de valeurs. Interrogez un parent d'élève, un prof, un membre du personnel et demandez-lui ce que sont les valeurs de l'Évangile. Au mieux, parce que nous sommes quand même dans un terreau de culture chrétienne, au mieux on vous répondra « Oh, bah, les valeurs de l'Évangile, c'est qu'il faut être gentil et tolérant. » Ouais, super. Est-ce que c'est vraiment ça le cœur de la foi chrétienne? Est-il nécessaire d'être chrétien pour essayer d'être gentil et tolérant, ou respectueux, ou solidaire, ou que sais-je encore? Moi, je me permets de vous inviter à sortir un petit peu de ce discours convenu et finalement assez flou sur les valeurs. Quand on parle de valeurs, on croit se mettre facilement d'accord, mais on se met d'accord sur du leurre, encore un mot valise. Et si je pouvais, je populariserais, je remettrais à la mode un terme complètement ringard et pas du tout, voilà, pas du tout mode, le terme de vertu. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est la valeur dans la durée. C'est la valeur que l'on a. Lisez ou relisez la dernière exhortation du pape François sur la famille. Il y a tout un. De toute façon, lisez-la ou relisez-la et travaillez-la en équipe parce qu'il y a tout un chapitre sur l'éducation qui est plein d'axes de réflexion et de mise en œuvre très très riches pour la vie des établissements. Et justement, le pape François a quelques phrases très très fortes sur la vertu. La vertu, c'est le fruit d'une décision. C'est le fruit d'un travail, d'un apprentissage. Et pour nous, chrétiens, c'est le fruit d'une grâce. La simple valeur, c'est voilà, c'est l'affectivité immédiate. C'est facile de se sentir frère de son pote. Comment est-ce qu'on fait pour se sentir frère du sale con? Ah, c'est filmé et enregistré. Trop tard. Le mal est fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, ça devient beaucoup plus difficile. Et pourtant, le sale con, et puis moi aussi, je suis le sale con de quelqu'un d'autre, c'est bien mon frère. Là, on n'est plus dans la valeur. On est dans la décision, dans le travail difficile de la vertu. Et je le répète, ça s'apprend. Regardez tout le discours sur la fraternité. Fraternité, fraternité, fraternité. Très bien, très bien. Comment être contre? Moi, je dis la fraternité, ça s'apprend, ça se travaille. Ça n'est pas nécessairement naturel et spontané. Et bien évidemment, et là on est au cœur du réenchantement, un établissement catholique d'enseignement ne peut pas ne pas se concevoir comme d'abord en responsabilité de cet apprentissage de la fraternité. Mais attention, la fraternité ne se réduit pas aux superbes et nécessaires projets ou activités de solidarité. Moi, je connais des établissements, certainement pas dans votre diocèse, ailleurs, loin. Je connais des établissements où se vivent de magnifiques projets de solidarité, et c'est très bien. Mais où, dans le même temps, les pratiques éducatives et pédagogiques relèvent du camp de la mort. Où est j'exagère un tout petit peu quand même, hein. Où est la cohérence? L'éducation à la fraternité, c'est peut-être d'abord dans le quotidien de la classe et des pratiques éducatives et pédagogiques que ça se travaille. Tout est lié, n'arrête pas de nous dire le pape. Tout est lié. Et le réenchantement de l'école, c'est justement travailler ce tout est lié. Le travailler joyeusement, en sachant, je reviens à la patience sur laquelle Patrick concluait, en sachant que bien évidemment, on n'y arrivera jamais parfaitement. Bien évidemment. Mais c'est pas grave.
Il ne nous est pas demandé de réussir. Vous savez, il y a une formule magnifique de Mère Teresa. Je vous fais un aveu, elle est affichée dans un coin de mon bureau pour les soirs de météo brumeuse. Lorsque ça devient difficile, souviens-toi qu'il ne t'est pas demandé de réussir, mais d'être fidèle. Voilà, ça c'est ma phrase de viatique. Il ne nous est pas demandé de réussir, ça veut dire quoi? Quels seront les critères pour savoir si le réenchantement de l'école réussit ou pas? Quels seront les critères pour savoir si CAP sur 2017, chez vous dans le Finistère, réussit ou pas? C'est pas ça qu'il nous est demandé. Il nous est demandé d'être fidèles à un élan qui ne vient pas de nous, mais que nous nous efforçons modestement, avec toutes nos limites et toutes nos pesanteurs, mais aussi tous nos talents, que nous nous efforçons de déployer et de partager. C'est ça qui nous est demandé, pas autre chose. Réenchanter l'école, c'est ça, pas autre chose. Oui, j'aurais plein de choses encore à vous dire, mais je suis en train d'exploser le timing. Alors j'avais quand même, il suffit que je les retrouve, voilà. Parce que je me suis dit, il y a un évêque quand même, il faut faire dans la... Ah bah non. Il faut faire dans la citation, mais voilà, je l'ai retrouvé. Au-delà de la boutade, c'est là aussi, c'est quelque chose que je partage avec vous qui, moi, m'habite beaucoup. Jérémie 29, 11. Tout de suite, vous voyez. Alors, pour les distraits qui auraient oublié, parce que voilà, vous étiez encore en vacances hier ou presque, Jérémie 29, 11, je cite, c'est le Seigneur qui parle, enfin, par l'intermédiaire de Jérémie. Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous donner un avenir et une espérance. Pour vous donner un avenir et une espérance. Pourquoi est-ce que ça me parle beaucoup? Parce que un établissement scolaire, d'un point de vue professionnel, social, politique, un établissement scolaire, sa mission consiste à construire un avenir pour chaque enfant et pour chaque jeune. Plus exactement, pour mieux le dire, à aider chaque enfant, chaque jeune, à construire son avenir. Un établissement catholique vise beaucoup plus que la construction d'un avenir. Il vise, Jérémie 29, 11, à ce que cet avenir en construction prenne sens dans une espérance. Vous donnez un avenir, les collègues de l'enseignement public le font parfaitement bien, et une espérance. Si nous ne faisons pas ça, nous ne servons à rien. Un avenir et une espérance. C'est ce que vous faites, je le sais très bien. C'est ce à quoi vous consacrez vos énergies, vos talents qui sont nombreux. Merci beaucoup, vraiment merci pour tout ce que vous faites et très belle année.